Icy Hot Pro with 2 max strength pain relievers. Targets multiple pain receptors. Ice works fast. Heat makes it last. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Durant cette période estivale, j'ai choisi de remettre sur le devant de la scène des profils d'invités déjà passés par le podcast et que vous avez appréciés. À l'issue de cet épisode, si vous souhaitez savoir ce qu'est devenu notre invité du jour, vous pourrez retrouver un autre épisode un petit peu plus court, c'est la rubrique « Que deviens-tu ?» parce que pour certains, cela fait déjà quelques années qu'ils sont passés derrière le micro du podcast À côté de mes pompes. Aujourd'hui, c'est Boris Ghirardi alias Piedrobo sur les réseaux qui vient vous présenter son parcours de vie accidenté qui lui a fait perdre l'usage d'une jambe. Boris, dans notre long échange, va vous expliquer comment il s'est reconstruit et comment le sport a une place importante. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir ou redécouvrir le portrait de Boris Ghirardi. Bonne écoute à vous! Bonjour Boris, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. Alors, sportif vraiment hors du commun que j'accueille aujourd'hui dans le podcast À côté de mes pompes. Je vais te laisser te présenter et puis on va entrer progressivement dans ce parcours de vie qui t'anime et qui fait qu'aujourd'hui j'avais envie de t'inviter sur le podcast. Salut Sébastien, merci de m'accueillir dans ton podcast. Je suis flatté que tu aies pensé à moi. Salut à tous. Donc du coup, je suis Boris Ghirardi. Je suis plus connu sur Instagram avec mon pseudo Piedrobo. Voilà, j'ai été amputé il y a un peu moins de 2 ans. Ça fera 2 ans au mois d'août. Et dans ma reconstruction, dans ma rééducation, j'ai repris la course à pied naturellement et en fait, je me suis naturellement dirigé vers le trail qui en fait n'était pas une évidence, mais je ne le savais pas. C'était pendant la période de confinement et mon terrain de jeu près de chez moi, c'est des forêts, c'est plein de choses comme ça. Donc, je suis parti faire du trail et c'est qu'après, en fait, où j'ai découvert que en réalité, on était très peu nombreux amputés à faire du trail. Donc, voilà le départ. Alors, quelle profession tu exerces? Qui était Boris dans sa jeunesse? Est-ce que tu étais déjà sportif ou est-ce que cet accident de la vie t'a conduit vers la course à pied et le sport? Alors, j'ai toujours été sportif. Donc, depuis l'âge de 7 ans, j'ai toujours fait pas mal de choses, notamment des arts martiaux, qui a été un peu mon fil conducteur. À l'adolescence, j'ai fait de l'athlétisme, en plus des arts martiaux. Donc, je faisais du 1500 et du triple saut. Et puis après, j'ai fait du water polo. Je continuais toujours les arts martiaux. Hein, ça a été vraiment mon fil conducteur. Et autour de ça, en fait, j'ai fait du surf, j'ai fait de l'escalade, j'ai fait plein de choses. Je suis un peu un touche à tout. Je suis assez curieux. J'aime m'amuser, j'aime les jeux. Voilà, le water polo est un bon exemple. Je suis un nageur moyen, on va dire, mais dès qu'on me met une balle, je deviens un meilleur nageur. Et puis le trail, c'est un peu la même chose. Si je cours sur route, je suis vraiment pas très bon. Dès qu'on me lâche dans la nature et qu'on peut rebondir, sauter, etc. Là, je deviens un peu meilleur. Ça, c'est ton terrain de jeu préféré, les grands espaces, Ouais. avec une région qui s'y prête un peu plus que Exactement, d'autres environnements. Exactement, ouais. On a la chance d'avoir un coin vraiment fabuleux pour ça. Ce soit l'Ariège, les Pyrénées, le Tarn. On a vraiment plein de terrains de jeu autour de nous et très variés en plus. Donc c'est plutôt agréable, ouais. Et professionnellement, alors, quelle activité tu exerces? Alors, professionnellement, je suis gestionnaire de société foncière. Donc, ce qui n'a rien à voir avec le sport, mais j'ai toujours été tourné vers le sport. J'ai même passé un diplôme de sport. J'ai un CQP, un certificat de qualification professionnelle, voilà, qui est le petit frère ou la petite sœur selon comment on le voit, mais du BE. Et voilà, BE qui n'existe plus, mais il y a un équivalent aujourd'hui. Mais enfin bon, bref.
Donc voilà, donc effectivement, j'ai un métier, le sport est ma passion et voilà. Alors, parcours de vie qui a été un petit peu cabossé. Donc, c'était le 9 août 2019. Exactement. Un accident qui, aujourd'hui, te prive d'une de tes jambes. Comment tu peux raconter cet accident? Comment il est survenu? En fait, ce qui est dingue, c'est en fait, c'est la date. Il faut savoir que donc l'accident est arrivé le 9 août, j'étais amputé le 10 août, le 10 août étant mon anniversaire. Je rentrais du boulot, je devais rejoindre ma femme et ma fille qui m'attendaient pour partir en vacances, puisque le lendemain, je devais me lever à l'océan pour fêter mon anniversaire. Et ma fille, à l'époque, avait 3 ans et je devais lui apprendre à surfer. Malheureusement, je suis jamais arrivé jusqu'à la maison. J'ai eu un accident sur la route, un vrai accident. J'en veux pas à la voiture que j'ai percutée. Je doublais un camion qui roulait pas très vite. J'avais regardé. Il y a une personne qui s'est engagée devant le camion, ne me voyant pas. Je ne le voyais pas non plus, et on s'est retrouvés face à face. Malheureusement, je l'ai percuté. Et j'ai fait 60 mètres derrière dans tous les sens. J'ai réussi à me préserver au maximum, mais en fait, dans l'impact, j'ai perdu mon pied. Je ne l'ai pas senti immédiatement. Et c'est qu'une fois que tout ça a été terminé, que j'étais au sol, qu'évidemment, j'ai commencé à vérifier tout ce qui fonctionnait, puisque vu le choc, je savais que je pouvais pas être entier, enfin, c'était pas possible. Donc, j'ai commencé à vérifier effectivement mes mains, ma colonne, mes cervicales, mon bassin, voir que tout bougeait. Ça m'était égal que ce soit cassé, mais je voulais vérifier que ça bouge pour être sûr de pas être paralysé. Et en fait, dans mon esprit, j'ai pas pensé à perdre quelque chose. Et c'est que en vérifiant mon pied droit que j'ai vu que mon pied gauche n'était plus là. Ça a été sectionné net entre guillemets avec la botte de moto. C'est ça qui est un peu dingue. Et donc, effectivement, ça a été d'abord un sentiment, ça a été un choc, et puis un sentiment de colère m'a envahi. En gros, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi ça? Et puis après, assez rapidement, il y a la douleur qui est arrivée. Je suis resté conscient jusqu'à l'hôpital, un peu moins dans le transport parce que la médecin a eu la bonne idée de me donner ce qu'il fallait pour m'échapper un peu de la douleur. Mais effectivement, je suis resté assez conscient. Et puis voilà. Donc, quand je me suis réveillé le lendemain à l'hôpital, je n'avais pas de surprise sur mon amputation. Hein, je le savais déjà. Donc voilà. C'était le choc plus de l'information, la douleur. Voilà. C'était plus ça qui était présent dans mon esprit, plus que effectivement le souci d'avoir perdu quelque chose, puisque je le savais déjà. Il m'a fallu du temps pour l'accepter derrière. Ça s'est pas fait en une seule fois, mais en tout cas, oui, j'ai pas eu de surprise, on va dire. Combien de temps a duré l'opération? Il était inexorable que de toute façon, le pied n'était plus, on va dire, sauvable. Il était impossible de par C'était différentes totalement opérations. impossible. Oui. Moi, j'étais amputé direct. Hein, c'est-à-dire que il y avait pas, c'était net. Hein, enfin, il y avait plus de pied. C'était un peu au-dessus de la malléole. J'ai eu de la chance. Je suis arrivé aux urgences et merci les hôpitaux français, merci le personnel médical français qui est vraiment incroyable. J'ai eu la chance de tomber en plus dans un hôpital où la chir qui était présente était en plus spécialisée. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Et elle a effectivement fait quelque chose qui m'a en plus permis d'être très mobile, c'est qu'elle m'a amputé milieu tibia. Si elle avait essayé de sauvegarder le maximum de choses, ça aurait été problématique pour m'appareiller. Je ne pourrais pas faire aujourd'hui tout ce que je fais si elle n'avait pas effectivement amputé entre guillemets au bon endroit. Aujourd'hui d'ailleurs, c'est quelque chose qu'il faut absolument communiquer. Il faut absolument qu'il y ait un vrai travail là-dessus avec les chirs. C'est que en fait, ils sont très peu en contact avec les prothésistes, donc ils ne savent pas
quel appareillage il va y avoir. Ils ont une sorte de barème selon ta taille, etc. Ils savent qu'ils doivent couper à peu près à un endroit, mais ils ne savent pas exactement quel est le meilleur endroit. Alors, quand les opérations sont prévues en avance parce que ça va être un sarcome, un cancer donc des os ou du diabète ou des choses comme ça, quand c'est plutôt maladie, certains chirurgiens se mettent en contact avec le futur prothésiste. Et là, il y a il y a un vrai travail en synergie qui se passe, sauf que quand c'est un accident comme mon cas, moi j'arrive en urgence, il faut d'abord me sauver la vie. Parce que évidemment derrière on n'a jamais que ça, hein. Il faut d'abord me sauver la vie et ça se fait dans l'urgence. Et donc dans l'urgence, les chirs ils font comme ils peuvent aussi avec leur niveau de connaissance qu'on leur donne, qui est bien souvent uniquement chirurgical et qui est pas pour le après. Même si ça a pas mal évolué, même si, etc. Mais ils n'ont pas tous le même niveau de connaissance. Et ça, je l'ai appris en étant en centre de rééducation. Et puis, je suis très curieux, donc j'ai été rencontrer des chirurgiens pour comprendre un petit peu. Et puis, il faut savoir qu'ils essayent de préserver un maximum, ce qui n'est pas toujours une bonne idée, en fait. Parfois, ça passe, parfois, ça passe pas. Et des fois, c'est des souffrances pendant des mois, voire des années. Et c'est un grand nombre d'opérations pour essayer de sauver une jambe qui ne l'est pas. Et finalement, on finit par amputer et ça libère la personne. Je pense notamment à un pote qui est vers Annecy, qui a eu 30 opérations avant d'avoir l'amputation. Et c'est lui qui l'a réclamé, en fait. C'est lui qui a dit « amputez-moi ». Et aujourd'hui, c'est un très, très grand athlète français et qui a de très belles performances et qui fait des choses incroyables grâce au fait qu'il a été amputé et qu'il a été bien appareillé derrière. Donc voilà, donc du coup, il y a un petit travail, je pense, de sensibilisation, d'information. Alors les chirs, ils ont des tonnes et des tonnes de formations et d'informations à avoir, donc c'est compliqué pour eux d'ajouter ça à ce qu'ils ont déjà. Et encore une fois, hein, ils le font déjà très très bien. Mais c'est vrai qu'on est à une petite étape où on pourrait gagner ça un petit peu. Voilà. Donc, tu es tombé sur la bonne personne je suis tombé sur la bonne personne. Prise en charge. Ouais, exactement, que je remercie infiniment. Alors, je la nomme pas parce que je préserve son anonymat, mais merci beaucoup. On va l'appeler Docteur W. Mais merci beaucoup. Grâce à elle, aujourd'hui, je peux faire plein de choses. À part, c'est peut-être pas le bon mot. En dehors de cette jambe amputée, tu avais d'autres séquelles liées à ce vol quand même de 60 mètres. Exactement, ouais. Alors bon, la chance, c'est que avant l'accident, je faisais pas mal de CrossFit et que le midi même de l'accident, j'étais à une séance de CrossFit, ce qui m'a beaucoup préservé en fait. C'est-à-dire que j'ai réussi à attraper mon casque, à me gainer, à me protéger un maximum, ce qui a probablement sauvé toutes mes fonctions vitales et ma colonne. Et j'étais équipé aussi, hein, les amis motards. Donc moi, je suis motard depuis 27 ans. Amis motards, on reconnaît un motard à son équipement, pas à sa moto. Hein. Donc on est bien d'accord, on s'équipe. Quoi qu'il arrive, il fait beau, il fait mauvais, il fait ce qu'on veut, vous vous équipez et vous vous équipez bien. C'est la première chose sur laquelle vous devez investir. C'est ça, c'est ce qui m'a sauvé. Donc voilà. Après, oui, j'ai eu des lésions un peu à droite, à gauche, qui sont un peu inéluctables, mais rien de grave en fait, rien qui finalement a engagé ma vie. Mais ça, on l'a su que dans la nuit, après avoir passé de multiples scanners etc. Ils ont pu identifier que heureusement j'avais pas de bobo trop grave qui fait qu'on a pu facilement se concentrer sur l'opération qui était l'amputation. Quelle a été ta réaction au réveil le lendemain, une fois opéré? On se dit, finalement, je suis quand même encore en vie, ou il y a cette colère déjà qui t'animait avec la perte de cette jambe? Alors, non, la colère, elle était passée. Là, il y avait plus le choc. Il y avait plus la question, qu'est-ce que je vais dire à ma femme et à ma fille? Comment je vais pouvoir les rassurer?
Et puis finalement, c'est ma femme qui m'a rassuré, qui est rentrée dans la chambre d'hôpital et qui m'a dit, tu es là. Voilà. À partir de là, j'ai compris qu'effectivement, elle avait raison, j'étais là. Donc, OK, j'étais encore en vie, j'étais là. Et j'ai eu des moments d'abattement. Je n'ai pas voulu le faire devant ma femme et ma fille les premiers jours parce que je ne voulais pas leur faire subir plus que le choc de l'info, plus que ma femme a appris très, très tard que j'étais encore en vie, que j'étais encore là. L'hôpital n'a pas communiqué parce qu'ils ne savaient pas si je n'avais pas une hémorragie. C'est fréquent que les motards finalement décèdent suite à des hémorragies. Donc, ils ne donnent pas l'information immédiatement. J'ai eu mon accident à 17h30. Elle a eu de mes nouvelles à 2h30 du matin. Autant dire qu'elle a eu largement le temps de s'imaginer le pire. Et puis, il y a eu un jour où j'ai un peu craqué. Et il y avait un infirmier qui avait un peu de bouteille, qui était là depuis un moment, et qui m'a mis dans un fauteuil roulant. Et l'unité dans laquelle j'étais, c'est une quinzaine de chambres. Il n'y a pas de porte. Il y a des caméras dans toutes les chambres, puisqu'on est vraiment très, très surveillé dans cette unité. Et il m'a fait faire le tour des chambres, sans plus de commentaires que ça. Et j'ai constaté qu'il y avait des gars qui étaient vraiment bien plus en dégâts que moi. Et donc, on est revenu, il m'a dit, c'est bon. J'ai dit, OK, c'est bon. Et à partir de là, j'ai compris en fait que j'étais vivant, qu'il me manquait un pied, mais que des choses allaient être possibles. Je ne savais pas encore quoi, je ne savais pas comment, mais je me suis dit, OK, il y a des choses qui vont être possibles. Ça a été pas un chemin facile et immédiat, mais je savais qu'il y avait une issue. Alors, ce chemin a commencé, je pense, par de la rééducation. Combien de temps tu es resté à l'hôpital avant de pouvoir passer finalement dans un cadre pour peut-être te réathlétiser et envisager la réalisation d'une prothèse qui allait pouvoir te permettre de nouveau d'être debout? Alors, en fait, ça s'est fait en plusieurs étapes. Donc, je suis resté donc, du 9 août jusqu'à fin août à l'hôpital, vraiment hôpital. Et ensuite, je suis passé en centre de rééducation, mais dans un centre de rééducation avec une partie qui est comme un hôpital, si tu veux. Donc, on a exactement la même chambre avec les mêmes soins, avec des médecins rééducateurs, avec des infirmières, etc. Évidemment, on est sous médicaments et ils sont assez forts pour pouvoir supporter la douleur. Et il y a différents types de douleurs qui apparaissent en fait. J'ai eu la chance d'être dans un hôpital où il y avait une équipe antidouleur. Donc, ils vont un peu tout tester et voir à quoi on est réactif. Donc ça peut passer de tout à tout, hein. Ça va être de l'hypnose, ça va être voilà. Et puis finalement aussi l'apprentissage de l'acceptation de la douleur, etc., etc. Et donc, dans le centre de rééducation, j'y suis arrivé début septembre. Et là a commencé effectivement un processus qui est d'abord en fait la cicatrisation, puisqu'on ne peut rien faire sans être cicatrisé. Il faut savoir que cicatrisation externe, elle va être, allez, on va dire 1 mois pour schématiser. Et une cicatrisation interne, c'est 1 an et demi, en fait. Donc, entre 1 an et demi et 2 ans. Donc, voilà, on n'est pas stabilisé avant cette période-là. Moi, c'est assez récent, en fait, que j'ai été stabilisé, donc que mon moignon ne bouge plus, ou plus tellement, on va dire. Et voilà, donc du coup, ça c'est une grosse partie, la cicatrisation. Et petit à petit, en fait, on va commencer à mettre ce qu'on appelle un manchon. C'est ce qu'on met sur notre moignon pour pouvoir rentrer dans l'emboîture. L'emboîture, c'est la partie que les gens voient, qui est en carbone, qui nous permet de rentrer dedans. Et voilà, il va y avoir tout un travail avec le prothésiste. Et en fait, le choix du prothésiste est crucial, mais vraiment crucial. Parce que, et ça, peu de gens le savent, mais au départ, les gens pensent qu'on n'a pas le choix.
on nous colle un prothésiste dans les pattes, mais non, c'est exactement comme un opticien et une paire de lunettes. Vous avez le choix non seulement de l'ophtalmo, mais aussi de l'opticien. Là, c'est la même chose. On a le choix du médecin rééducateur et du prothésiste. Et il faut faire le bon choix. Et si ça ne va pas, il ne faut pas hésiter à changer. Ça, c'est un point important. Il y a un gros manque d'informations là-dessus. Et je milite pour que les gens aient au moins l'information. Donc, avec le prothésiste, il va y avoir un travail et ça devient une personne qui devient centrale dans votre vie parce que c'est lui qui va vous remettre debout, quoi. Donc voilà. Donc, il y a eu tout un processus et puis les kinés vont aussi participer à ça pour réapprendre à être sans ce membre, sans ce pied, ou parfois c'est une amputation un peu plus haute, donc ça peut être une amputation fémorale. Comment on fait sans ça? Et donc on réapprend son corps sans cette partie-là. Et effectivement, une longue rééducation. Peu de gens le savent, mais en fait, j'étais valide et peut-être que je marchais mal. Il y a beaucoup de gens qui marchent mal. On ne le sait pas, mais on marche mal. Donc du coup, il y a un apprentissage à remarcher. J'ai passé de longues heures dans un couloir. Je voulais absolument remarcher de manière parfaite. Si aujourd'hui je suis en pantalon, on peut pas voir que je suis équipé d'une prothèse. Ça m'arrive fréquemment de sortir de ma voiture, d'être garé sur une place handicapée. Aujourd'hui, les cartes handicapées sont toutes petites, donc les gens ne le voient pas forcément. Et je me fais engueuler parce que je suis garé sur une place handicapée alors que je ne le suis pas. Donc je suis obligé de lever mon pantalon. Voilà, si tu relèves le pantalon après. Voilà, l'affaire est réglée, et les gens sont plutôt gênés, mais c'est fréquent en fait. Donc pour moi, c'est un compliment, mais ça m'a pris de longues heures et j'invite vraiment les gens qui ont une amputation à passer beaucoup de temps là-dessus parce que une bonne marche conduit à une bonne course. Et inversement, une bonne course conduit à une bonne marche. Donc, c'est vraiment des vases communicants qu'il faut bien bosser. Il faut prendre le temps de bien le bosser. C'est vraiment très, très, très important, ça. Est-ce qu'on peut comparer finalement ce retour finalement de la marche pour toi à ce qu'un enfant peut ressentir quand il fait ses premiers pas? Est-ce que tu mets exactement le point là où il faut. C'est exactement comme ça que je l'ai pris. Et je pense que ça aide de le prendre comme ça. Est-ce qu'un enfant se pose la question, est-ce qu'il va tomber? Est-ce qu'il va être gêné par le fait de tomber ou pas du tout? Ça fait partie de son cursus d'apprentissage et c'est exactement comme ça. Au départ, l'équilibre n'est pas certain. Au départ, les mouvements ne sont pas certains. La musculation n'est pas présente suffisamment pour pouvoir correctement marcher. Mais c'est exactement comme un enfant, tu le soulignes très bien. Et c'est ça et c'est comme ça qu'il faut le prendre. C'est-à-dire que faut pas avoir honte de réapprendre. Pas du tout. Je vois des gens qui sont un peu gênés, qui disent non, mais c'est bon, c'est bon. Non, c'est pas bon. Prends le temps de le faire. N'hésite pas à le faire. Tu vas tomber. Oui, moi, je suis tombé et je tombe encore. Alors en course et en trail, je me suis pris une belle gamelle récemment, mais c'est pas grave. C'est pas grave. En fait, on tombe, on se relève. Ça fait partie du cursus d'apprentissage. N'ayez pas peur de ça. Faites-le. Allez-y, prenez le temps. Et quelle a été l'émotion que tu as ressentie quand tu as été debout à faire ce premier pas, justement? Ouais. C'était un soulagement? Alors, ouais, un vrai soulagement. Mon prothésiste a été très malin. Il m'a amené dans son cabinet, en fait, plutôt que de le faire en centre de rééducation. Et j'ai pu inviter des très, très proches à venir. Ma femme et ma fille, naturellement. Et deux amis qui ont beaucoup compté pour moi dans tout mon processus de rééducation. Et j'ai fait mes premiers pas le 2 octobre. Donc, tu vois, 9 août, 2 octobre. Cette date restera gravée. J'ai compris ce jour-là tout ce qui allait être possible. Et là, on se dit, OK, c'est bon. Là, il va y avoir des choses possibles et on va pouvoir faire des grandes choses. Même si au départ, si je te montre la vidéo de mes premiers pas, tu vas te dire, OK, vraiment, il était plein d'espoir. Mais on le sait, on le sent. On se dit, ouais, OK, c'est cool, ça va le faire. Et ce côté positif, il t'a toujours
animé pendant toute cette période, dès l'accident jusqu'à encore aujourd'hui, où il se dégage beaucoup de positif dans ce que tu transmets, dans ce que tu échanges, ou est-ce qu'il y a quand même eu des moments, tu le disais tout à l'heure, où c'était un petit peu Non, plus compliqué? je mentirais si je disais que ça a toujours été rose. Non, ça n'a pas toujours été rose, évidemment. Et je pense que même que c'est nécessaire de passer par des phases sombres, des phases dures, pour pouvoir rebondir. En revanche, j'ai toujours eu cette résilience-là. J'ai toujours eu ce truc-là de me dire, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais le faire, je vais y arriver. En revanche, ce qui a été un peu étonnant, c'est que j'ai rebondi très vite, trop vite, en fait. Et je comprenais pas trop ce qui se passait parce que j'avais le sentiment qu'il me manquait quelque chose. Et puis, 2 mois et demi plus tard ou 3 mois plus tard, après l'accident, j'ai reçu le rapport de gendarmerie. Ma fille était en train de jouer devant mes yeux et j'étais en train de lire le rapport et donc tous les témoignages et exactement ce qui s'était passé. Et j'ai pris la pleine conscience que j'étais passé vraiment à 2 doigts de la mort. J'aurais touché quoi que ce soit. On n'avait pas cette conversation. Et ça a été, c'est ce qui m'a totalement bouleversé et c'est ce qui m'a mis à plat. Voyant ma fille, je me suis dit, OK, elle n'aurait pas eu de papa, je l'aurais pas vu grandir. Il y avait ma femme qui était pas loin. Ma femme serait retrouvée toute seule. OK, là, j'ai vraiment pris la pleine conscience de ça. Et c'est là où je me suis un peu effondré et je suis un peu revenu au fond, vraiment. Donc, j'ai fléchi, j'ai pas cassé, j'ai fléchi, mais il y a eu un travail. On propose évidemment dans les centres de rééducation, il y a des psys. Donc, j'ai fait un travail avec une psy, d'échange, de partage, etc. Et petit à petit, il y a eu cette reconstruction et finalement, voilà, je suis revenu et de là, à partir de là, une fois que ce deuil, une fois que cette partie-là a été passée, j'ai pu réellement me reconstruire et j'ai pu prendre ce côté positif et ne plus le lâcher. Et par rapport au handicap, tu le disais tout à l'heure, Mhm. hein, te garer sur des places de stationnement, les gens te voient sortir, on se dit finalement, il est valide, tout va bien. Est-ce que tu C'est as d'autres ça. anecdotes comme ça qui pourraient montrer un petit peu le quotidien et peut-être le regard des autres, qui est peut-être pas toujours sympa et qui Non, ouais, pèse un ça a petit peu? été exactement, ça a été ma première question, c'est comment ma fille va me voir et comment ses petits copains et copines vont me voir. J'avais pas mal de questions à ça. Et puis un ami m'a mis en contact avec un amputé qui est amputé depuis plus de 10 ans et qui a des enfants. Et il m'a totalement rassuré là-dessus. Au départ, ça m'a fait beaucoup de bien, mais quand même, j'avais une appréhension. Et un jour, il a fallu faire la surprise à ma fille. Donc, j'étais en centre de rééducation toute la journée, hein. Je quittais pas le centre de rééducation. Puis un jour, je suis passé en hôpital de jour. Donc là, je dormais à la maison et j'allais toute la journée au centre de rééducation. Et donc, à partir de là, j'ai pu aller chercher ma fille à l'école. Et un jour, je me suis endormi sur le canapé. Ma femme m'a dit, non, il faut partir chercher notre fille. Et j'étais en Bermuda. C'était comme ça. Et au départ, je voulais pas le faire comme ça, mais c'est tombé comme ça. Donc, j'y ai été. Et les enfants, évidemment, regardaient, étaient plutôt surpris. Et c'est là où est né Pied de Robot, en fait. Ma fille a tout de suite appelé ça Pied de Robot. Et les enfants ont tous appelé ça Pied de Robot assez facilement. Et finalement, pour eux, je suis presque un super-héros. Et quand je vais chercher ma fille en pantalon, c'est là où ils sont un peu déçus de ne pas le voir. Donc finalement, pour les enfants, ça passe vraiment bien. Après, naturellement, il faut s'habituer au regard des autres, qui sont souvent des regards de surprise, des regards même parfois de bienveillance, etc. Mais il faut s'habituer quand même à ce regard-là, c'est-à-dire à ce qu'on nous regarde. L'hiver, je suis en pantalon, donc j'y fais plus gaffe. Et puis quand revient le printemps et que je me mets en Bermuda, voilà, il me faut quelques jours pour me réhabituer à ce que les gens regardent. Moi, je n'y fais plus trop attention, et puis mes proches n'y font plus trop attention. Donc, c'est vraiment le regard des autres qui me rappelle ça. Et dernièrement, il m'est arrivé une anecdote assez drôle. Je suis dans le train, je rentre de Paris, je suis en train de travailler sur mon ordinateur. La personne qui est à côté de moi est là depuis
bien une bonne heure à côté de moi. Et puis, je retire ma gaine, en fait. On a une gaine qui recouvre, qui permet un peu de libérer un peu la jambe et ça fait du bien, quoi. Donc, je retire pas la prothèse, mais juste, je rabaisse cette gaine. Et la dame, de but en blanc, me dit « Comment c'est arrivé ?» C'est une question qui brûle les lèvres de beaucoup, beaucoup de gens. Ne la posez pas. Et en fait, comme sans moi, même te dire bonjour, sans même te demander rien, qui tu sans es. rien. Voilà. La curiosité l'a emporté sur ce qu'elle est, et tu vas voir que en fait, c'est aller beaucoup plus loin. Et donc, du coup, comme j'ai un petit peu l'habitude et que je suis plutôt à l'aise, je lui ai répondu « Racontez-moi le jour le plus traumatique de votre vie. » Et elle m'a regardé assez surprise, elle n'a pas compris. Je lui ai dit « C'est ce que vous êtes en train de me demander, madame. Vous êtes en train de me demander de vous raconter le jour le plus traumatique de ma vie et sans bonjour, sans rien. Donc, à vous de me le raconter en premier, puisque c'est vous qui m'abordez, puis ensuite, je vous raconterai moi. » Et évidemment, elle a tout de suite compris qu'elle avait fait un faux pas, que c'était malhabile. Et puis, dans la conversation, elle a été assez honnête. Elle m'a dit, écoutez, je dois vous avouer quelque chose, je suis psy. Et je lui ai dit, c'est dingue, c'est que ça veut dire que votre curiosité l'a emporté sur. Elle m'a dit oui, c'est vrai, et je vous l'avoue. Mais maintenant, je vais plus aborder de la même manière. Voilà. Donc finalement, c'était plutôt positif. Mais effectivement, c'est une question qui ne se pose pas. Si on sent que la personne peut le raconter ou souhaite le raconter, allons-y, mais sinon, c'est une question qui ne se pose pas. Gardez votre curiosité pour vous. Tout le monde n'est pas à l'aise avec ça et respectez ça. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu es relativement à l'aise pour en parler? C'est des rencontres, c'est des échanges que tu as eus? Ouais, tout à fait. Ouais. C'est des rencontres, c'est les proches. C'est les proches qui ont été extraordinaires autour de moi. Comme je te disais, ma femme, ma fille, évidemment, et puis mes amis. Je fais du CrossFit. La communauté du CrossFit a été extraordinaire avec moi. J'ai pu assez vite m'accepter et être accepté en fait avec un regard qui s'en moque en fait. Il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de rien. Le CrossFit étant de prime abord déjà plutôt brutal comme sport. Voilà. C'était comme ça. Et puis voilà, ils n'ont pas changé leur regard. Ça m'a permis de moi être beaucoup plus à l'aise. Ensuite, l'accident m'est arrivé assez tard. Hein, donc aujourd'hui, je vais avoir 49 ans. C'était il y a 3 ans, j'avais 47 ans, donc j'ai un peu de bouteille. Voilà, donc je pense que tout ça m'a permis d'avoir un recul et d'avoir une assurance aussi là-dessus. Et ensuite, ma rééducation, j'ai bien senti qu'elle se passait plus vite que les autres. J'ai bien senti que les kinés, les prothésistes, tout le monde m'a accompagné, tout le monde me l'a dit. Et en fait, ce compte Instagram Pied de Robot, c'est les infirmières, c'est les médecins, c'est les kinés qui m'ont demandé de le créer, justement pour donner de l'espoir, au départ, c'était pas pour moi en fait. Je le faisais vraiment pour partager pour les autres parce que il y a encore des choses à faire dans ce processus-là. Et ça permettait de donner de l'espoir à pas mal de gens. Au final, j'ai même des gens valides qui m'écrivent et qui me disent mais merci, je me suis remis à la course à pied grâce à vous. J'ai repris le sport, etc. Donc au final, c'est porteur de bonnes valeurs. Et donc du coup, je continue à porter ces valeurs-là. Et le fait d'avoir été sportif depuis ta jeunesse, est-ce que ça t'a aidé? Tu le disais à un moment de l'accident, tu as fait tout pour te protéger, pour gainer, pour être vraiment en sécurité et que tes organes soient préservés. Mais est-ce que dans la rééducation, le fait de peiner, d'avoir l'effort au niveau des exercices que te donnaient les kinés, est-ce que tu t'es dit, bon, c'est pas plus dur qu'une séance de CrossFit et je vais avancer pas à pas? Exactement. Moi, je peux dire que sans forcément dire le sport, mais en tout cas, le mouvement m'a sauvé. Vraiment, le mouvement a été ma thérapie. Donc, bouger, vraiment, notre corps est fait pour ça. Je le sais depuis que je suis petit. Après,
effectivement, les arts martiaux, la connaissance de moi, le goût de l'effort au travers du CrossFit. Comme tu dis, effectivement, c'est pas plus dur qu'une grosse séance. Alors, il y a la douleur en plus, donc on peut. Il y a quand même pas mal de paramètres qui rentrent en jeu, mais le sport m'a énormément aidé. L'esprit sportif m'a énormément aidé. Le fait effectivement, le dépassement de soi, d'avoir le goût de l'effort. C'est sûr que quand les kinés me disaient 10, j'en faisais 100. C'est sûr que ça m'a aidé. Et quand ça marche pas, ne pas se laisser abattre. Je dis pas que je me suis pas énervé. Hein, j'ai jeté 2-3 fois mon fauteuil roulant. J'ai essayé de casser mes béquilles. Même si je les ai pas eu beaucoup, j'ai passé quelques moments de colère dessus. Mais ça pas, voilà, je me suis pas arrêté à ça. J'ai essayé de dépasser ça comme on le fait dans le sport en fait, exactement avec ce goût de l'effort. Et par rapport donc à ces premiers pas que tu as effectués sans les béquilles, donc dans le cabinet donc de ton kiné et de la personne qui t'a suivi, petit à petit, tu as eu de nouveau cette envie de courir, mais il y a peut-être eu des adaptations parce que la prothèse n'était peut-être pas adaptée à la course à pied. Quel a été le cheminement pour arriver aujourd'hui à reprendre et à faire du trail? Alors le cheminement, il a été semé d'embûches. La première chose, c'est qu'on te dit, dans mes projets de vie, j'ai clairement dit dès le départ, je veux tout reprendre. Et puis on m'a dit, oh là là, non, ouais, vous retrottinerez peut-être d'ici 1 an et demi, 2 ans. Trottiner. Finalement, au bout de 3 mois, je courais. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai pris comme un défi en réalité. Mon prothésiste, un jour, se pointe. Les kinés étaient partis en réunion. Il y avait un tapis de course, mais ils retiraient la clé. Et ce coup-ci, ils avaient oublié la clé dessus. Et donc, du coup, je me suis dit, mais il faut que je cours. Donc, je suis allé sur le tapis, j'ai mis le tapis en marche et j'ai commencé à essayer de courir. Mon prothésiste est arrivé à ce moment-là, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Et à l'époque, j'avais une prothèse qui s'y prêtait pas du tout. J'avais un pied qui ne s'y prêtait pas du tout. Je lui ai dit, je veux courir. Je le sens, je veux courir. Il m'a dit, OK. Donc, on a fait quelques exercices pour vérifier que c'était possible. Et puis j'ai recommencé à courir. Ce sentiment-là a été dingue. Juste le fait le vent sur le visage, le déroulé, ma course était anarchique totalement. C'était pas vraiment une belle course, mais c'était là. C'était le redébut. La douleur était bien présente, mais il y a eu ce truc-là, les hanches qui rebougent, les jambes qui rebougent, le corps qui se met dans un élan. C'était là. Et puis du coup, ça m'a plus quitté. J'avais qu'un objectif, c'était recourir. Et donc, j'étais en centre de rééducation. Et au bout de 4 mois, je suis sorti pour un mois, ce qu'ils appellent un mois thérapeutique, c'est-à-dire qu'en gros, pendant 1 mois, ils vérifient qu'on soit assez autonome et je devais réintégrer le centre de rééducation. Sauf qu'entre-temps, j'ai eu un souci. Je donne pas trop de détails, mais en gros, c'est une coulée ostéophytique, c'est une partie de l'os qui repoussait, mais qui repoussait pas bien. Donc voilà, donc du coup il m'appelait Wolverine au centre de rééducation puisque ça avait vraiment bien repoussé et en fait non, ça n'allait pas, donc il a fallu que je me fasse réopérer et cette réopération a été un peu plus importante que prévu et finalement je suis revenu au centre de rééducation début mars 2020, sauf que c'était le premier confinement et je me suis retrouvé à la maison. Et je me suis retrouvé sans kiné, parce que le premier confinement, il était vraiment, c'était un lockdown important, pas d'infirmière, donc je me piquais, je me changeais mes pansements, voilà, j'ai appris à faire un peu tout seul. Et en fait, je me suis dit bon, la rééducation, j'ai du matériel de sport à la maison, donc j'ai quand même pas mal de choses. Mais mon premier truc a été de dire il faut que je remarche. Et puis quand j'ai commencé à remarcher, je me suis dit il faut que je recours. Et donc, j'ai recommencé à recourir un tout petit peu, mais c'était 50 mètres tous les kilomètres. Donc, tu vois, c'était progressif. Et puis, j'ai réintégré petit à petit jusqu'à finalement faire 5 kilomètres de course. Puis, c'est devenu 10. Et c'était sur route. Et je me suis dit,
finalement, pour changer mes appuis, je vais aller dans la forêt. Il y a un terrain de VTT. Je me suis dit, je vais aller dans la forêt pour essayer de voir mes appuis, changer les appuis et travailler un peu ma proprioception. Et puis, j'ai commencé à aller dans la forêt. Et ma prothèse n'était pas très, très bien adaptée à ça. Je me suis pris quelques pelles, mais voilà, rien de grave. Et j'ai pu, comme ça, en fait, retravailler tous mes appuis, retravailler le déséquilibre, retravailler les différents supports, les dénivelés. Et petit à petit, c'est comme ça que j'ai regagné. Fin du confinement, je réintègre le centre de rééducation. Et là, en fait, il s'avère que mon bilan était très bon. Et l'ironie du sort, c'est que je me suis blessé au centre de rééducation. Donc, du coup, voilà. Mais bref, ça avait été la bonne chose. Donc, s'écouter, en fait, s'écouter et revenir à ses fondamentaux, qui est la marche et la course, parce que on est fait pour courir, a été finalement très salvateur pour moi, et c'est ce qui m'a remis le pied à l'étrier, sans jeu de mots. Mais la sensation d'avoir finalement une prothèse à la place du pied, est-ce que tu ressens quand même, en termes d'appui, tout ce que l'on peut ressentir quand on a ces deux jambes valides? Oui, alors on ne le ressent pas de la même manière évidemment, hein, puisque vous allez beaucoup jouer avec votre cheville, ce que je ne peux pas faire. Donc moi, ça va partir plus des hanches et du genou. Donc mon travail proprioceptif et tous mes placements vont partir des hanches et du genou. En revanche, je sais sur quoi je cours. C'est-à-dire si il y a une roche qui est glissante, si au contraire c'est de la boue, si c'est au contraire très solide, je vais ressentir tout ça quand même malgré tout. Donc j'ai une bonne appréciation du sol au travers de ma prothèse, au travers de ma lame. Donc parfois par vibration même, je peux savoir où j'en suis. Donc j'ai quand même une bonne analyse. Alors, c'est une question que je te posais en off et que je te repose là, Boris. Ouais. Est-ce que parfois, il y a cette sensation du membre fantôme, de douleur qui peuvent être résiduelles et que le cerveau t'envoie un mauvais message, puisque s'il n'y a plus de pied, on ne peut pas penser que ça puisse te gratter le pied ou te faire mal au pied. Mais est-ce que tu as vécu ce genre de sensation? Alors moi, je l'ai pas vécu. J'ai pas eu de douleur du membre fantôme, mais mais ça existe bien, et c'est très dur à gérer, très dur à soigner en fait, parce que c'est le cerveau qui effectivement a la mauvaise information. Pour lui, en fait, le membre est toujours là, et donc tu peux ça peut te gratter, mais ça peut aussi faire mal. Ça peut devenir assez entêtant. J'ai pas mal de potes qui ont subi ça. Moi, je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu. Mon accident fait que je pense que mon cerveau a vraiment tout de suite intégré le manque du membre et la douleur. Et j'ai été conscient. Donc, il y a eu tout un processus assez rapide qui s'est fait dans ma tête, je pense. En revanche, moi, j'ai le sentiment de manque, des choses comme ça qui peuvent apparaître. Et comme je te disais, il m'arrive encore aujourd'hui, si je suis distrait, je regarde la télé ou je ne sais pas, voilà, j'ai retiré ma prothèse, ça peut m'arriver de remettre ma chaussure à droite et de vouloir la remettre à gauche. Alors que j'ai pas ma prothèse, j'ai rien, ou de vouloir attraper mon pied ou des choses comme ça. Oui, ça m'arrive encore en fait, bien que j'ai parfaitement intégré qu'il n'était plus là. Malgré tout, ça doit pas être si intégré que ça dans le fin fond de mon inconscient. Alors, après ce passage en centre de rééducation, cette expérimentation, on va dire, individuelle de la course que tu as menée, 50 mètres et puis 1 kilomètre, 5-10 kilomètres, ta prothèse, est-ce qu'elle a évolué? Parce que, on le disait tout à l'heure, il n'y a plus la cheville qui permet de faire le déroulé du pied. Est-ce que tu as changé de prothèse? Est-ce que tu as avancé sur ton appareillage? Oui, tout à fait. Déjà, la première chose, c'est qu'aujourd'hui, il existe un seul pied sportif qui est remboursé. C'est le Challenger de Ottobock.
Et j'ai eu la chance, en fait, que mon prothésiste me le propose très rapidement. On appelle ça la première mise et la deuxième mise. Donc, moi, je l'ai eu en première mise, ce qui n'est pas habituel. Normalement, on prend un pied un petit peu plus confortable pour tous les jours en premier. Mais moi, je tenais à avoir ce pied-là. Et heureusement, parce qu'en fait, dans le premier confinement, c'est lui qui m'a permis de retourner faire du sport rapidement. Si je ne l'avais pas eu, je n'aurais pas pu recourir, je n'aurais pas pu refaire tout ça. Ça n'aurait pas été possible avec un pied de tous les jours. On peut trottiner 20 mètres, 30 mètres, 50 mètres, mais c'est vraiment trottiner. On ne peut pas vraiment appeler ça de la course. Et même le schéma corporel n'est pas bon même de courir avec ce type de pied parce que la restitution d'énergie n'est pas suffisante et donc on inscrit un mauvais schéma en fait. Le pied que j'avais, malgré tout, a une restitution d'énergie un peu plus puissante. Alors c'était pas idéal pour le tous les jours parce que j'avais que ce pied-là, mais en revanche pour le sport c'était très bien. Et ensuite, en fait, mon prothésiste m'a assez rapidement proposé d'essayer des lames et j'ai pu essayer tout un tas de lames de course qui permettent là vraiment de courir. Mais aucune n'est vraiment prévue pour le trail. Il existe une lame avec une semelle prévue pour le trail qui a été fait par une marque qui s'appelle Ossure avec une semelle qui est en collaboration avec Nike. Mais réellement, ça accroche pas des masses et on va dire c'est plus sentier. Trail, il n'y avait pas. Jusqu'au jour où j'ai rencontré le projet Hopper, qui est un projet qui a été initié à la base, qui est une idée de Jérôme Bernard, qui est un polyamputé. Donc lui, il a les 2 jambes et le bras, et qui est amputé depuis très longtemps. Donc lui, il a vraiment vu tout le cursus, et il avait vraiment besoin d'avoir quelque chose de plus accessible, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les lames coûtent très cher. Moi, par exemple, ma lame que j'ai aujourd'hui, elle vaut 10 000 euros. Donc, tout le monde ne peut pas… Donc ça représente un coût quand même. Ça représente un coût. Si toi, tu décides de te mettre au badminton et que tu vas t'acheter une paire de chaussures de badminton, si tu fais pas de badminton derrière, c'est pas grave, tu auras perdu 100 euros. Nous, c'est 10 000. Donc, en termes d'accessibilité, c'est vraiment un gros problème. Moi, j'ai eu la chance assez rapidement d'avoir des partenaires qui m'ont accompagné, qui m'ont permis de me soutenir dans l'acquisition de ces lames, mais ça n'est pas du tout accessible. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont amputés, qui aujourd'hui font pas de sport par manque en fait de matériel. Ça, moi, je trouve ça dingue. On considère que c'est du confort, donc la sécurité sociale ne va pas prendre en charge en Exactement. dehors. D'ailleurs, combien est remboursé un appareillage par an pour financer finalement ta prothèse? Alors, on a 2 pieds de tous les jours. Donc, s'il y en a un qui casse, on en a un deuxième de remplacement au cas où, tous les 5 ans. Ça varie un peu selon où on est placé en France. Ne me demande pas pourquoi. Ça varie. Ça ne devrait, à mon sens, pas varier. Ça devrait être quelque chose de national et point et d'inscrit vraiment. Mais en tout cas, en Occitanie, c'est 2 tous les 5 ans. On a aussi du petit matériel qui accompagne tout ça, hein, des gaines, des manchons. On a besoin de plusieurs choses qui sont renouvelées, donc qui permettent effectivement d'avoir ça. Maintenant, les lames de sport, oui, ils considèrent ça comme du confort, comme quelque chose qui en plus. C'est pour moi une grosse erreur et c'est quelque chose avec lequel on milite avec Hopper, avec le projet Hopper, avec cette lame accessible, c'est de pouvoir effectivement mettre un maximum de gens au sport. Pas forcément, en tout cas, je dis au sport, mais au mouvement. C'est-à-dire que si c'est des balades dans la forêt, c'est très bien, ça suffit, mais il faut pouvoir les faire. Et donc, il faut pouvoir rendre ça accessible parce que un amputé dans un canapé, il prend du poids,
forcément, il périt mentalement. Il va manger des anxiolytiques, il va manger des médicaments antidouleurs parce que moins on le travaille, plus on a mal. C'est un cursus qui est horrible, alors que quelqu'un qui va faire du sport, eh bien, il va être dans une bonne forme physique et il va être dans une bonne attitude positive. Il va, voilà, enfin, toutes les valeurs du sport, quoi, qui peuvent apporter, ça marche pour nous et ça marche encore plus pour nous. Jérôme Bernard, je reprends un peu son expression. En fait, son kiné lui a dit, tu es condamné à faire du sport. Nous sommes condamnés à faire du sport. C'est-à-dire que si on n'en fait pas, chez nous, ça peut vraiment mal tourner et ça peut avoir des conséquences qui peuvent être vraiment nuisibles pour nous. Ça va prendre plus d'ampleur que pour un valide, même si normalement les valides devraient aussi s'en préoccuper, mais c'est moins grave pour eux que pour nous. Pour nous, il faut vraiment qu'on bouge pour pouvoir s'équilibrer en fait. Voilà. Et l'équilibre, il est à la fois physique, mais également mental, ce qui permet vraiment d'être dans une dynamique. Oui. Est-ce que tu te perçois vraiment de façon différente que le Boris avant l'accident? Est-ce qu'il y a des choses qui ont vraiment changé? On parlait de résilience tout à l'heure. La résilience, c'est pas forcément de revenir à l'état initial, mais d'évoluer. Alors, qu'est-ce qui en toi a changé? Comment tes proches peut-être t'ont perçu différemment? Alors oui, ça m'a changé. En fait, on n'a pas 50 options, hein. Soit on s'effondre, soit on se relève. J'ai vraiment la chance, hein, et je le dis, c'est une chance. C'est pas que moi. D'accord, c'est avoir fait les bonnes rencontres, le bon prothésiste, avoir une bonne cicatrisation. C'est plein de petites choses qui sont venues s'additionner et j'ai pu capitaliser ça. Ce qui a changé, c'est que je suis passé à 2 doigts de la mort. Je pense que je l'ai vraiment frôlé de peu. Et du coup, mes priorités ont complètement changé. C'est-à-dire que je vois plus les choses. Avant, j'étais très préoccupé par mon travail. J'avais beaucoup de stress vis-à-vis de ça. Je m'impliquais beaucoup. Voilà, j'en oubliais peut-être parfois les priorités qui sont ma femme, ma fille, mes proches, la vie. Profiter des moments, tu vois, là, je parle avec toi, je profite de ce moment-là pleinement, je suis avec toi 100%. Je ne laisse plus les petites choses me parasiter. Voilà, je vais à l'essentiel et je n'ai plus peur de dire les choses non plus, qu'elles soient positives ou négatives, hein. Je suis un peu plus transparent et je me mets beaucoup moins de filtres. Et en revanche, j'essaye de profiter au maximum de chaque moment. Alors, je suis comme tout le monde, hein, tu vois, hier, j'avais une vis dans mon pneu. Il a fallu que je cours après les garagistes. Ça a un peu ennuyé ma journée, mais voilà, je laisse pas trop ça me bouffer, me dépasser. Je prends le temps de profiter avec ma fille du petit déjeuner. Je prends le temps de voir mes amis. Je profite, je vais courir. Ça va peut-être pas se passer exactement comme j'aurais voulu. Je vais avoir une douleur, je vais avoir ceci. C'est pas grave. C'est comme ça aujourd'hui. Voilà. Je profite de tout ça. Et donc, je suis peut-être... je suis moi, mais je suis moi en meilleur, en fait. Ça m'a décuplé un petit peu. Ça m'a un peu décuplé mes capacités, mes possibilités, mes envies, mais voilà, ça a un peu décuplé tout ça. Alors, la vis dans le pneu, c'était un pneu de voiture ou un pneu de moto? Non, pneu de voiture. Alors, je suis pas interdit de remonter sur une moto. J'ai la chance d'avoir une épouse extraordinaire qui m'autorise de le faire, mais pour l'instant, j'ai pas eu le désir profond d'y remonter dessus. Ça réarrivera, mais ça ne réarrivera pas comme je le faisais avant. Avant, c'était mon seul véhicule. Aujourd'hui, si je prends une moto, ce sera une moto pépère pour aller faire la petite balade. Voilà. Alors, sur le projet Hooper, donc avec Salomon, pour revenir dessus, tu es donc un bêta-testeur. On te donne finalement la possibilité de
participé au développement de cette lame. En quoi est-elle faite d'ailleurs? Quel est le matériau utilisé? Et tu parlais de tarifs tout à l'heure. Vers quoi vous voulez tendre pour la rendre plus accessible? Alors, cette lame, en fait, a la particularité d'être durable puisqu'on récupère en fait du carbone issu de l'aéronautique, donc issu d'Airbus. C'est une collaboration avec Airbus. Airbus a un service reuse. En gros, pour fabriquer un avion, ils ont besoin de carbone et il reste du carbone. Alors, plutôt que de le jeter, en fait, ils le transforment. Et là, l'école des mines d'Albi a proposé de le transformer en lame. Donc, c'est au départ un projet étudiant qui finalement a été plus loin que le projet étudiant. Ils ont décidé de monter une entreprise et de pousser le truc plus loin. Et grand bien leur en a fait puisque ça va aider beaucoup de monde. Donc, le carbone est fourni par Airbus et la semelle est fabriquée par Salomon, avec qui j'ai eu la chance de collaborer, avec Patrick Leck, qui est le papa de la Sense, qui est le papa de beaucoup de chaussures de trail, qui fait les chaussures pour des grands coureurs comme François Daen ou comme Kilian Jornet. Donc, on a une semelle qui est extraordinaire, qui accroche sur beaucoup de choses et qui peut se changer très rapidement. Ça veut dire que je peux très bien, lors d'une course, avoir plusieurs semelles sur moi et selon si je suis dans la boue, si je suis dans des rochers humides ou sur terrain sec, je peux changer ma semelle très facilement. Et voilà, donc je suis un bêta-testeur, donc on m'a demandé de mettre à mal les semelles et la lame, ce que je fais plutôt bien. J'ai effectivement ramené quelques semelles un peu en mauvais état chez Salomon, mais leur connaissance dans le caoutchouc et dans le déroulé, dans tout ce qu'on veut, a fait qu'ils ont pu très bien rattraper ça. Et on a progressé. Donc la lame, en fait, elle sortirait aux alentours de 1 500 €. Le prix n'est pas encore fixe, hein, puisque c'est encore en cours de développement, mais c'est dans cette gamme-là. Donc, on comprend bien que une lame à 1 500 €, c'est pas 4 500 ou 10 000. C'est déjà 3 fois moins cher minimum. Donc, on va pouvoir le mettre à disposition plus facilement. Il existe pas mal d'associations qui déjà sont impliquées dans l'aide des amputés à pouvoir accéder à du matériel sportif. Et bien, ils vont pouvoir aider encore plus de personnes en ayant un achat moins coûteux. Et donc, du coup, il y aura un plus grand nombre pour pouvoir équiper plus de monde. Donc, si je comprends bien, sur ta prothèse Autoboc, la première, là, tu peux mettre une chaussure. Sur la lame, on va venir mettre une semelle qui va permettre, en fonction du terrain, d'adapter Exactement. le revêtement. Donc là, aujourd'hui, avec Autoboc, en fait, j'ai une Sprinter pour les amputés. Voilà, c'est une lame que tu retrouves aux Paralympiques. Hein. C'est-à-dire, c'est aujourd'hui le champion du 400 mètres. C'est un double amputé. Il a cette lame-là. Donc, elle n'est pas vraiment prévue pour le trail. Moi, je l'ai un peu aménagée pour le trail. Donc, on a travaillé un petit peu les hauteurs. On a travaillé pas mal de choses pour pouvoir l'amener à faire du trail. Donc, quand je veux faire un trail rapide et où je sais que je vais engager beaucoup de physique parce que ça me demande beaucoup d'énergie, hein, c'est de la restitution d'énergie. Donc, ça m'en rend, mais ça m'en coûte. Donc voilà. Donc, si je veux un trail court et intense et rapide, je vais plutôt avoir tendance à prendre celle-là. Si en revanche, je vais faire du un peu plus long, je veux un peu plus confort, voilà, je vais prendre la lame Hopper, qui, même si aujourd'hui c'est un prototype très avancé. La preuve, c'est que je vais m'engager sur la Sierzinal le 7 août, donc qui est une course de la Golden Trail World Series, qui est une course de 31 km avec 2200 dénivelés positifs et 1000 de négatifs, 1100 de négatifs, je crois. Donc, j'espère pouvoir la terminer en bon état, mais voilà. Mais j'ai déjà couru l'Ecotrail le week-end dernier avec, donc c'est plein d'espoir. Voilà. Et c'est ce que tu véhicules. Tu as envie de montrer que aujourd'hui, même si on a subi un accident de la vie, perdu un pied, on peut
également faire du trail parce que vous n'êtes pas très nombreux, je pense, à faire alors de la course à pied, oui, avec un appareillage, mais du trail, tu dois pas croiser Non, ouais. de nombreux congénères. Exactement. Aujourd'hui, en fait, le stade et la route sont très représentés et on le voit bien avec les Paralympiques, on le voit bien même dans les stades, c'est pas fréquent, mais enfin, il y a quand même pas mal de monde qui s'y est mis. En revanche, l'outdoor est effectivement peu ou pas représenté et on est très peu nombreux. D'abord, il y a un facteur risque qui est pas négligeable. Hein, quand je pars, voilà, forcément j'ai un peu plus de risques que tout le monde. Et ensuite, l'appareillage est, comme je te disais, il est pas, pour l'instant, il n'est pas optimal pour ça. Donc voilà, donc j'essaye effectivement de pouvoir démocratiser ça, de pouvoir montrer que c'est possible et de pouvoir montrer que c'est accessible à tous. Hein. Moi, je suis papa, je travaille, je suis pas un sportif de haut niveau. En revanche, je n'ai pas trop peur, on va dire, et je m'engage assez facilement. Donc, le week-end dernier, je courais l'Écotrail, mais quelques jours avant, en fait, j'ai été faire la reconnaissance d'un sommet à 3000 mètres avec la lame. Parce que on a le projet Hopper, mon association donc qui s'appelle Level Up et une autre association qui s'appelle Ozmove, qui est dirigée par Jérôme Bernard dont je parlais tout à l'heure. On va amener 4 handis et 4 valides en haut de ce 3000 mètres. Donc on avait besoin de voir avant que c'était faisable. J'ai vérifié que c'était faisable. Ça va être un vrai dépassement de soi pour ceux qui vont s'engager dessus. Ça a été un petit peu compliqué pour moi, mais finalement, ça s'est bien fait et ce sera tout à fait réalisable pour eux. Et ça va permettre de montrer aussi bien aux handis qu'aux valides que c'est possible, qu'il y a plein de choses possibles et qu'il suffit en fait juste de les lancer et d'y croire. Il y a une phrase qui m'a beaucoup porté, c'est « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». C'est une citation de Mark Twain et elle m'anime encore aujourd'hui. Je n'ai pas envie de me mettre de limites. Alors, quels seront, au-delà de Sierzinal et de cette aventure avec des handis et des valides, quels sont tes projets? Tu as envie d'aller encore plus loin, de relever encore d'autres défis? Oui, tout à fait. Ouais. Alors, juste après ça, je vais avoir juste après ce défi là, en septembre, mi-septembre, je vais avoir la Maxi Race, qui est une belle course aussi. Mais j'ai des projets en tête pour l'année prochaine qui vont effectivement tourner autour de à la fois des courses qui sont déjà établies, hein, voilà. Et des défis qui vont un peu sortir du lot, on va dire. J'ai la chance d'être accompagné par Iron et par Salomon, dont je suis ambassadeur, et ils m'accompagnent pleinement sur ces projets-là. Donc, pour l'instant, tout n'est pas encore défini, mais il va y avoir des belles choses. Ouais, il va y avoir des beaux trucs qui vont se réaliser. Après la Sierzinal, normalement, je suis aligné sur la MCC, donc qui est une course de l'UTMB qui est 40 km avec 2300 ou 400, je ne sais plus, de dénivelé positif, peut-être 500 même. On verra si je peux l'enchaîner, mais voilà, donc j'ai quelques courses bien sympas, mais oui, il va y avoir des projets assez fous. Et dans les pelotons, Boris, quand tu prends le départ d'une course sur un trail, quel est le regard? Les gens doivent te demander ce que tu fais là? Oui. Alors d'abord, je suis assez grand, donc on me repère déjà par ma taille. Mais la première chose qui est assez rigolote, c'est qu'ils ne le voient pas tout de suite, en fait. Bon, tu vois bien un départ de course de trail, on est nombreux, on est un peu collés les uns aux autres, donc ils ne le voient pas immédiatement. Et quand je commence à courir ou que je commence à doubler des gens, c'est là où il y a la surprise. Et effectivement, j'ai pas mal d'encouragement, pas mal de soutien de ce côté-là, donc c'est très sympa. Mais il y a aussi son lot de surprises où des gens
sont vraiment étonnés. Je le vois à leur visage. Ils mettent un moment avant de réaliser le truc. Donc, c'est assez drôle. À l'Écotrel, justement, il s'est passé un truc, c'est que je courais avec des amis. Ils sont rentrés un peu dans le dur à un moment donné et moi, j'étais plutôt bien. Donc, je leur ai demandé si ça les dérangeait pas que je puisse y aller. Donc, je les ai un peu laissés et j'ai pu engager ma course et mettre un peu plus de rythme. Sauf qu'à un moment donné, je me suis retrouvé avec une belle descente avec des pavés. Il venait de pleuvoir et là, je suis obligé de ralentir fortement parce que pour nous, c'est un peu plus dangereux. Et je venais de doubler un gars. Je le vois, je me mets à sa hauteur, j'attrape son épaule pour faire la descente. Et puis, il a été très surpris et il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et je lui dis, mais regarde mon pied. Et il ne l'avait pas vu. Je l'avais doublé. J'étais accroché à lui. Il n'avait pas vu que j'étais amputé. Et donc, du coup, il m'a dit, ah bon, ok, d'accord. Il était assez surpris, mais il était plutôt surpris positivement. Je lui ai dit, gaz, parce que là, il faut qu'on y aille. Et donc, du coup, il m'a aidé à la descente. Et parfois, en fait, les gens ne font pas attention parce que mon déroulé de course est similaire à beaucoup de gens. Donc, des fois, ils sont dans leur truc et ils font même pas gaffe que je suis équipé. Et c'est ça qui est beau finalement, parce que tu es comme les autres. Et est-ce que tu pensais, au moment de l'accident, quelques jours après, pouvoir accomplir tout ce que tu accomplis aujourd'hui? Non, pas du tout. Non, je le pensais pas du tout. J'y croyais pas du tout. Il y a 1 an et demi, j'étais dans une chambre d'hôpital. Aujourd'hui, j'étais en haut d'un 3000 dans les Alpes. Je cours les Cotterelles. Je vais sur la Sierzinal. C'est dingue. C'est vraiment dingue de pouvoir vivre tout ça, de pouvoir le vivre pleinement. Non, j'aurais jamais imaginé tout ça, même avec la meilleure des imaginations, ça n'aurait pas été possible. Mais c'est possible. Donc, surtout, ce que je veux, c'est pouvoir montrer que c'est possible et donner un maximum d'espoir à un maximum de gens, quel que soit leur handicap d'ailleurs. C'est de pouvoir leur dire, voilà, il y a des belles choses à faire. Allez-y, foncez, n'hésitez pas. Tentez-le et ça marchera pas toujours, hein, ça marchera pas toujours. Moi, je me suis engagé sur des trucs là, je sais pas si ça va marcher, mais c'est pas grave si ça marche pas. Je l'aurais tenté et j'aurais eu. Je suis pas quelqu'un qui est tourné vers la performance. Pour moi, la performance, ce sera de terminer ces courses-là. Ce sera déjà de m'y engager dessus, en fait, de me préparer, d'y aller. Parfois, le chemin est presque plus riche que le jour J, en fait. L'accomplissement, c'est vrai qu'il y a tout ce que tu as vécu qui t'amène à être ce que tu es aujourd'hui et c'est une grande réussite. Alors, ton ressenti sur l'apport du carbone en course à pied, parce que tu es spécialiste, donc est-ce qu'il y a un avantage? Est-ce qu'il y a une économie de course? Eh bien, je vais dire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que je crois que le carbone peut servir à des gens qui sont déjà très performants. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que le carbone, ça coûte à plier. C'est pas du caoutchouc, c'est du carbone. Donc, quelqu'un qui a déjà de belles performances et qui souhaite avoir un peu plus de performance, allez-y, mettez du carbone dans vos chaussures. Mais sachez que ça peut vous coûter un petit peu plus, ça va vous donner de la dynamique, mais ça va aussi vous manger un peu plus d'énergie. D'ailleurs, il y a une petite précision à faire, c'est que moi, quand je cours en course ou avec des potes etc., ça me coûte 30% plus cher en énergie. Je consomme 20% d'oxygène en plus. Donc, si on part faire, toi et moi, un 10 km, en réalité, moi, j'en aurais fait 13. Ça m'aura en coûté en tout cas 13. Donc, voilà. Donc, n'oubliez pas que le carbone, ça peut coûter. Voilà. Alors, sur quel réseau, Boris, on peut te retrouver? Donc, il y a le compte Instagram, hein, Pied de Robot. Ouais, le compte Instagram, c'est là où j'ai
j'ai le maximum de choses. C'est mon réseau favori, le plus facile à utiliser pour moi. Facebook, aujourd'hui, c'est mon Facebook perso et je suis en train de le faire évoluer pour que ça devienne, parce que je reçois pas mal d'invitations et dessus, il y avait des choses perso, donc je suis en train de supprimer, je suis en train de changer un peu mon Facebook. Donc, plutôt Instagram. Bon, moi, en tout cas, je te remercie d'avoir accepté spontanément l'invitation. Merci ça a à été toi. un grand plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui sur tout ce que tu accomplis et sur tes projets, parce que je continuerai à suivre ce que tu vas mettre en place pour les prochains mois. Merci beaucoup, Seb. Et ton blog et ton podcast, ne le change pas. Tu as vraiment une qualité d'écoute et une sensibilité particulière qui fait que c'est un super format et que tu l'animes formidablement bien. Alors, on dira à côté de ma pompe pour l'épisode du jour. Voilà. On changera un petit peu le titre. C'est ça, ouais. À côté de ma pompe. Exactement. Bon, en tout cas, un grand merci, Boris. Et merci puis, bonne continuation pour ces nombreux défis qui t'attendent. Donc, on remettra toutes les notes de l'épisode avec l'association et les différents projets que tu mènes et que tu conduis. Super. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Pour les auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Cet épisode replay du podcast À côté de mes pompes est désormais terminé. Merci infiniment pour vos écoutes. Sachez que vous avez de nombreux épisodes à votre disposition et n'hésitez pas sur les réseaux à partager vos écoutes et également sur Apple Podcast ou Spotify à me laisser une petite évaluation, un petit commentaire, ça aide le podcast à être encore plus visible. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.